Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui, simplement, nous résistent. Parfois, la nuit venue, quand la maison s'apaise et que les bruits du jour s'effacent un à un, il arrive qu'une pensée émerge, une pensée que nous n'avions pas convoquée, qui se déploie lentement, comme si elle attendait ce moment précis pour exister pleinement. Ce n'est pas une pensée urgente, ni une préoccupation, simplement quelque chose qui prend forme dans l'espace laissé vacant, quelque chose qui se développe sans que nous ayons à faire d'efforts. Et dans ces instants-là, nous remarquons peut-être que ce silence qui nous entoure ne nous distrait pas, qu'il ne nous pèse pas, qu'il semble au contraire offrir à l'esprit une amplitude nouvelle, une profondeur que le tumulte du jour ne permettait pas. Cette présence silencieuse autour de nous, cette absence de stimulation constante, fait quelque chose à notre intériorité, sans que nous puissions exactement dire quoi, sans que nous ayons besoin de le nommer. Les pensées semblent alors se dérouler autrement, plus lentement, avec une texture différente, comme si elles disposaient soudain d'un espace plus vaste pour respirer, pour se déployer selon leur propre rythme. Ce phénomène, cette transformation intérieure qui accompagne le silence, n'est pas nouvelle. Elle traverse toute l'histoire humaine, toutes les cultures, toutes les époques. Depuis toujours, les humains ont cherché le silence, se sont retirés dans des lieux isolés, ont construit des monastères au sommet des montagnes, ont médité dans des grottes, ont marché seuls dans des déserts, non pas pour fuir le monde, mais parce qu'ils ressentaient confusément que quelque chose d'essentiel se passe dans le silence, quelque chose qui ne peut avoir lieu nulle part ailleurs. Mais qu'est-ce qui se produit réellement lorsque les stimulations externes s'estompent, lorsque notre attention n'est plus constamment sollicitée par des sons, des voix, des notifications, des conversations? Pourquoi certaines pensées semblent-elles prendre une ampleur particulière dans ces moments-là? Pourquoi des idées émergent-elles qui n'auraient peut-être jamais vu le jour autrement? Pourquoi le silence ne produit-il pas simplement une absence, un vide, mais semble au contraire amplifier quelque chose en nous, quelque chose que nous ne savons pas toujours nommer? Cette nuit, nous allons explorer doucement ce mystère, sans chercher à tout expliquer, sans prétendre épuiser le sujet, simplement en suivant le fil ténu de ce qui se passe en nous, quand le monde extérieur se tait. Nous allons observer comment notre cerveau réagit à l'absence de bruit, comment notre attention se modifie, comment notre pensée se transforme. Nous allons contempler ce qui se déploie dans ces espaces silencieux, ces pensées qui semblent venir de nulle part, ces connexions inattendues, ces compréhensions soudaines. Et peut-être qu'en chemin, nous comprendrons un peu mieux pourquoi tant de penseurs, d'artistes, de scientifiques ont cherché le silence, pourquoi ils y retournent encore et encore, comme à une source intarissable. Laissez votre respiration se faire plus lente, plus régulière, laissez votre corps s'installer confortablement et accompagnez-moi dans cette exploration nocturne du silence et de la pensée. Le cerveau dans le silence. Pour comprendre ce qui se passe quand le silence s'installe autour de nous, il faut d'abord comprendre comment notre cerveau traite le monde sonore. Chaque instant de notre vie éveillée, notre système auditif capte des milliers de sons, des conversations lointaines, le bourdonnement d'un réfrigérateur, le cliquetis d'un clavier, le passage d'une voiture, le vent dans les feuilles, notre propre respiration. La plupart de ces sons, nous ne les remarquons même pas consciemment. Ils forment une sorte de tapisserie sonore, continue, un fond permanent sur lequel se déploie notre attention. Mais notre cerveau, lui, ne les ignore pas. Il les traite tous, il les analyse, il les classe, il détermine lesquels sont importants et lesquels peuvent être relégués en arrière-plan. Ce travail constant de filtrage mobilise une quantité considérable de ressources cognitives, des ressources dont nous n'avons même pas conscience. Le cortex auditif primaire, situé dans les lobes temporaux de chaque côté du cerveau,
reçoit les informations des oreilles. Il traite d'abord les caractéristiques basiques du son, sa fréquence, son intensité, sa localisation spatiale. Puis ces informations sont transmises à des régions cérébrales plus complexes, le cortex auditif secondaire, le cortex préfrontal, les aires associatives, qui intègrent ces sons dans un contexte plus large, qui leur donnent un sens, qui déterminent s'ils nécessitent une réponse. Tout ce processus se déroule en quelques millièmes de seconde, automatiquement, continuellement, sans que nous ayons à y penser. Mais que se passe-t-il quand les sons s'estompent, quand l'environnement devient silencieux? On pourrait imaginer que le cerveau se repose simplement, qu'il entre dans une sorte de mode veille, qu'il attend passivement le retour des stimulations. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Les neuroscientifiques ont découvert quelque chose de fascinant. Quand les stimulations externes diminuent, le cerveau ne devient pas moins actif, il change simplement de mode de fonctionnement. Dans les années 2000, des chercheurs utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ont identifié ce qu'ils ont appelé le réseau du mode par défaut, un ensemble de régions cérébrales qui s'activent précisément quand nous ne sommes pas engagés dans une tâche spécifique dirigée vers l'extérieur. Ce réseau comprend le cortex préfrontal médian, le cortex singulaire postérieur, le précuneus, des régions du lobe temporal et d'autres aires associatives. Quand nous sommes concentrés sur une activité externe, quand nous résolvons un problème, quand nous écoutons activement une conversation, ce réseau se désactive. Mais dès que notre attention n'est plus mobilisée par des tâches externes, dès que le silence et l'inactivité s'installent, ce réseau s'allume, il devient intensément actif. Cette découverte a bouleversé notre compréhension du cerveau au repos. Le cerveau ne se repose jamais vraiment, même quand nous pensons ne rien faire, même quand nous nous croyons en pause, notre cerveau poursuit une activité intense, mais d'un autre ordre. Le réseau du mode, par défaut, semble lié à plusieurs fonctions cruciales. Il s'active lors de la pensée autoréférentielle, quand nous réfléchissons à nous-mêmes, à nos souvenirs, à nos projets futurs, à nos relations avec les autres. Il s'active aussi pendant ce qu'on appelle l'errance mentale, ces moments où notre esprit vagabonde librement d'une pensée à une autre, sans direction particulière, sans but précis. Il joue un rôle dans la consolidation des souvenirs, dans l'intégration des expériences vécues, dans la construction du sens que nous donnons à notre vie. Et c'est précisément dans le silence que ce réseau peut fonctionner pleinement, sans interférence constante, sans être continuellement interrompu par des stimulations externes exigeant notre attention. Quand les sons s'estompent, quand les sollicitations diminuent, le cerveau peut enfin se tourner vers l'intérieur, explorer ses propres contenus, établir des connexions entre des idées qui semblaient jusqu'alors séparées, faire émerger des pensées qui attendaient en arrière-plan. Le silence, dans ce sens, n'est pas une absence, c'est une condition qui permet à certains processus mentaux de se déployer. Des études ont montré que les périodes de silence peuvent même favoriser la neurogenèse, la création de nouveaux neurones. Une recherche menée en 2013 sur des souris a révélé que 2 heures de silence par jour stimulaient la production de nouvelles cellules dans l'hippocampe, une région cruciale pour la mémoire et l'apprentissage. D'autres recherches suggèrent que le silence permet au cerveau de se régénérer, de réparer certains dommages, de consolider les connexions neuronales importantes tout en élaguant celles qui ne le sont pas. Le silence offre au cerveau ce que le sommeil offre au corps, une période de restauration, de réorganisation, de régénération. Mais au-delà de ces processus biologiques, quelque chose de plus subtil se produit dans le silence. Quelque chose qui touche à la qualité même de notre pensée, à la profondeur de notre réflexion, à notre capacité de percevoir des nuances, de saisir des complexités. Dans le tumulte constant du monde moderne, dans le flux incessant de stimulation, notre attention est fragmentée,
dispersés, constamment sollicités par des demandes concurrentes. Notre pensée devient alors rapide, superficielle, réactive, elle saute d'un sujet à un autre, répond aux urgences, gère les interruptions, mais ne trouve jamais le temps de s'approfondir. Le silence inverse ce mouvement. Il permet à l'attention de se rassembler, de se concentrer, non pas sur une tâche externe précise, mais sur un processus interne, sur le développement d'une idée, sur l'exploration d'une question, sur la contemplation d'un mystère. Dans le silence, les pensées ne sont plus interrompues avant d'avoir pu mûrir. Elles peuvent te déployer à leur propre rythme, suivre leur propre chemin, établir des connexions inattendues. C'est peut-être cela, finalement, que nous ressentons quand nous disons que le silence amplifie la pensée, non pas qu'il la rend plus forte, mais qu'il lui donne l'espace et le temps de devenir plus profonde, plus complexe, plus nuancée. L'attention libérée. Il existe une différence fondamentale entre deux modes d'attention. Le premier est celui que nous connaissons le mieux, l'attention dirigée, celle que nous utilisons quand nous nous concentrons sur une tâche, quand nous lisons un texte complexe, quand nous résolvons un problème, quand nous suivons une conversation. Cette attention est volontaire, contrôlée, focalisée, elle nécessite un effort, elle peut se fatiguer, elle a ses limites. Les psychologues William James et ensuite les chercheurs Rachel et Stephen Kaplan ont étudié ce phénomène en profondeur. Ils ont montré que l'attention dirigée est une ressource limitée, qu'elle s'épuise avec l'usage, qu'elle nécessite du repos pour se régénérer. Mais il existe un second mode d'attention, plus fluide, plus spontané. C'est l'attention involontaire ou l'attention ouverte, celle qui émerge naturellement quand quelque chose captive notre intérêt sans que nous ayons à faire d'efforts. Time 0.66. Quand nous contemplons un coucher de soleil, quand nous observons les flammes d'un feu, quand nous écoutons le murmure d'un ruisseau, notre attention est engagée, mais sans fatigue, sans tension, dans une sorte de présence détendue. Les Kaplan ont proposé que le contact avec la nature permet précisément de restaurer l'attention dirigée épuisée, en engageant cette attention douce et ouverte qui ne demande pas d'effort. Le silence semble fonctionner de manière similaire. Quand le silence s'installe, quand les stimulations constantes cessent, notre attention dirigée peut enfin se relâcher. Elle n'a plus à filtrer continuellement les informations entrantes, elle n'a plus à décider constamment où se porter, elle peut simplement être. Et dans ce relâchement, quelque chose d'autre émerge, une forme d'attention plus diffuse, plus réceptive, qui ne cherche pas à saisir ou à contrôler, mais qui observe simplement ce qui se présente. Les pensées qui surgissent alors ne sont pas celles que nous aurions cherchées intentionnellement. Ce ne sont pas les pensées de l'attention dirigée, ce sont des pensées plus spontanées, plus surprenantes, qui semblent venir d'ailleurs. Cette distinction entre deux modes d'attention trouve un écho dans de nombreuses traditions contemplatives. Dans la méditation bouddhiste, on parle de la différence entre la concentration focalisée, où l'attention se porte sur un objet unique, comme la respiration, et la présence ouverte, où l'attention embrasse tout ce qui se présente sans s'attacher à rien. Dans la tradition zen, il existe le concept de shikantaza, simplement s'asseoir, une pratique où l'on ne se concentre sur rien en particulier, où l'on laisse les pensées venir et partir, où l'on demeure simplement présent dans le silence. Ces pratiques ne cherchent pas à supprimer les pensées, mais à changer notre rapport à elles, à passer d'un mode actif et volontaire à un mode réceptif et ouvert. Et ce changement de mode semble libérer quelque chose. Quand nous ne cherchons plus activement à penser, quand nous cessons de diriger notre mental, quand nous nous contentons d'observer ce qui émerge dans le silence, des pensées d'un autre ordre peuvent apparaître, des pensées que nous n'aurions jamais eues en cherchant délibérément, des connexions qui ne se seraient pas faites autrement, des compréhensions qui nécessitaient ce lâcher-prise pour se révéler. Les créatifs connaissent bien ce phénomène, les artistes, les écrivains, les scientifiques. Time
1. Nombreux sont ceux qui témoignent que leurs meilleures idées ne viennent pas quand ils s'acharnent à les chercher, mais précisément quand ils cessent de chercher, quand ils prennent une pause, quand ils marchent dans la nature, quand ils prennent une douche, quand ils sont au bord du sommeil. Dans tous ces moments, il y a un point commun. L'attention dirigée se relâche, le silence ou une forme de calme s'installe et quelque chose d'inattendu émerge. Le mathématicien Henri Poincaré a décrit ce phénomène avec une précision remarquable. Il racontait comment, après des jours de travail acharné sur un problème sans résultat, la solution lui apparaissait soudainement lors d'une promenade ou en montant dans un omnibus, dans un moment où il ne pensait plus au problème. Il expliquait que le travail conscient et dirigé préparait le terrain, mais que c'était le travail inconscient, celui qui se poursuit en arrière-plan quand l'attention consciente est relâchée, qui produisait les véritables percées. Les neurosciences modernes commencent à comprendre les mécanismes de ce phénomène. Quand notre attention dirigée est mobilisée, le cerveau active ce qu'on appelle le réseau exécutif, un ensemble de régions impliquées dans le contrôle cognitif, dans la planification, dans la résolution délibérée de problèmes. Ce réseau est très efficace pour certaines tâches, celles qui nécessitent de la logique séquentielle, du raisonnement pas à pas, de l'analyse méthodique. Mais il est moins bon pour d'autres types de pensées, les pensées qui nécessitent des sauts intuitifs, des connexions lointaines, des associations créatives. Pour ces pensées-là, c'est le réseau du mode par défaut qui semble crucial, ce réseau qui s'active précisément quand l'attention dirigée se relâche, quand le silence s'installe, quand nous cessons de nous concentrer activement. Ce réseau peut établir des connexions entre des régions cérébrales habituellement séparées. Il peut faire dialoguer des informations stockées dans différentes parties du cerveau. Il peut créer des associations inattendues. C'est peut-être pour cela que les moments de silence et de relâchement sont si fertiles. Ils permettent à ce réseau de fonctionner pleinement, de tisser des liens que l'attention focalisée ne pourrait pas créer. Mais pour que ce processus opère, une condition semble nécessaire, ne pas être constamment interrompu par des stimulations externes. Si toutes les quelques secondes, un son capte notre attention, si notre téléphone vibre, si quelqu'un nous parle, le réseau du mode, par défaut, n'a pas le temps de s'établir vraiment. Il est sans cesse ramené vers le mode externe. Le silence offre précisément cette continuité, cette durée sans interruption, ce temps protégé où les processus internes peuvent se déployer à leur rythme. Et dans cette durée, des pensées qui nécessitent du temps pour mûrir, des idées qui demandent plusieurs étapes de transformation, des compréhensions qui émergent progressivement, peuvent enfin voir le jour. Il y a quelque chose de paradoxal dans tout cela. Nous pensons souvent que pour penser plus, pour être plus productif intellectuellement, nous devons nous concentrer plus, travailler plus dur, maintenir notre attention plus longtemps. Mais il semble qu'une partie cruciale de la pensée nécessite exactement l'inverse, nécessite de lâcher prise, de ne plus diriger, de simplement laisser être. Et le silence est l'espace où ce lâcher-prise peut avoir lieu, où l'attention peut se libérer de son mode volontaire et entrer dans ce mode plus fluide, plus ouvert, plus réceptif. Un mode où les pensées ne sont plus des constructions délibérées, mais des émergences spontanées, des révélations douces, des compréhensions qui se forment d'elles-mêmes quand les conditions sont réunies. Les couches de bruit. Pour vraiment comprendre ce que le silence révèle, il faut d'abord prendre conscience de toutes les couches de bruit qui nous entourent habituellement. Car le bruit n'est pas seulement ce que nous identifions consciemment comme tel, ce n'est pas seulement le marteau-piqueur dans la rue ou la musique trop forte du voisin. Le bruit existe en strates, en niveaux, certains évidents, d'autres si constants que nous avons cessé de les remarquer. Il y a d'abord le bruit environnemental évident, celui que nous percevons consciemment. Le trafic automobile, les conversations des passants, les sirènes d'ambulance, les travaux de construction, les avions qui passent, les aboiements de chiens, les klaxons, tout ce vacarme urbain qui constitue la bande-son de nos vies modernes. Dans les villes contemporaines, le niveau sonore moyen dépasse largement ce que l'Organisation mondiale de la santé considère comme sain.
souvent au-dessus de 65 décibels en journée, parfois bien plus. Ce bruit constant a des effets mesurables sur notre santé, augmentation du stress, troubles du sommeil, élévation de la pression artérielle, risque cardiovasculaire accru. Mais au-delà de ces effets physiologiques, ce bruit affecte aussi notre vie mentale. Il fragmente notre attention, il rend difficile la concentration prolongée, il nous maintient dans un état de vigilance permanent. Puis, il y a une deuxième couche, plus subtile, le bruit technologique. Le bourdonnement du réfrigérateur, le ronronnement de l'ordinateur, le bip des machines, les notifications des téléphones, les sonneries, les alertes, tout cet environnement sonore créé par nos appareils. Ces sons sont généralement moins forts que le bruit environnemental, mais ils sont plus persistants, plus invasifs, car ils pénètrent jusque dans nos espaces privés, dans nos maisons, nos chambres, nos moments d'intimité. Et surtout, ils sont imprévisibles. Une notification peut surgir à tout moment, créant une sorte de vigilance anticipatoire. Notre attention ne peut jamais complètement se relâcher, car elle sait qu'une interruption peut survenir. Une troisième couche est encore plus insidieuse, le bruit informationnel. Ce n'est même plus un son physique, c'est le flux constant de mots, d'images, de messages, d'actualités, de publications sur les réseaux sociaux, de courriels, de vidéos, qui sollicitent sans cesse notre attention. Ce bruit-là ne passe pas par nos oreilles, mais il occupe notre espace mental avec autant d'efficacité. Il fragmente notre pensée, il nous maintient en surface, il nous empêche de nous enfoncer dans des réflexions profondes, même quand nous ne sommes pas activement en train de consulter nos appareils. La simple conscience de leur présence, le savoir qu'un message pourrait arriver, qu'une notification pourrait sonner, suffit à maintenir une partie de notre attention en état d'alerte. Et puis il y a une quatrième couche, la plus profonde peut-être, le bruit interne. Le bavardage mental constant, ces pensées qui tournent en boucle, ces préoccupations qui reviennent sans cesse, ces dialogues intérieurs incessants, ces jugements automatiques, ces ruminations. Ce bruit interne est alimenté par tous les autres. Le cerveau, bombardé constamment de stimulations externes, développe des patterns de pensée rapides, réactifs, fragmentés, et ces patterns persistent même quand les stimulations externes cessent. Nous avons appris à fonctionner dans le bruit, et notre mental a adopté le rythme du bruit. Il est devenu lui-même bruyant, agité, incapable de se poser. Quand le silence commence à s'installer, quand les couches externes de bruit s'estompent, ce que nous rencontrons d'abord, c'est précisément ce bruit interne. Et cela peut être inconfortable, déstabilisant même. Nous sommes tellement habitués au bruit externe qu'il nous servait de distraction. Il masquait notre tumulte intérieur, il occupait notre attention. Quand cette distraction disparaît, nous nous retrouvons face à nous-mêmes, face à toutes ces pensées que nous n'avions pas le temps de voir, face à ces émotions que nous n'avions pas l'espace de ressentir. C'est peut-être pour cela que beaucoup de gens trouvent le silence difficile, anxiogène même. Le silence ne crée pas ce tumulte intérieur, il le révèle simplement, il enlève les couches qui le masquaient, il nous force à le rencontrer. Time 0.6, et ce n'est pas toujours agréable, surtout au début, surtout si nous ne sommes pas préparés, surtout si nous n'avons pas l'habitude de cette rencontre avec nous-mêmes. Mais si nous persistons, si nous n'essayons pas de fuir ce malaise, en rallumant immédiatement la radio ou en prenant notre téléphone, quelque chose de remarquable se produit. Le bruit interne, ce bavardage mental, commence progressivement à se calmer. Non pas que nous le supprimions volontairement, mais simplement parce qu'il n'est plus alimenté, parce que les stimulations externes qui le nourrissaient ont cessé, parce que le cerveau, lentement, trouve un nouveau rythme. Les pensées continuent de surgir, mais elles ne se bousculent plus, elles ne se chevauchent plus, elles apparaissent, se déploient, puis s'estompent, laissant place à la suivante, dans une sorte de respiration naturelle. Et dans les intervalles entre ces pensées,
dans les espaces qui s'ouvrent progressivement, quelque chose d'autre devient perceptible. Une qualité de présence, une forme d'attention plus stable, une capacité d'observation plus claire. Nous remarquons des détails que nous n'avions jamais vus, nous percevons des nuances que nous n'avions jamais senties, nous comprenons des choses qui nous échappaient. Non pas parce que ces choses sont nouvelles, mais simplement parce que nous avons enfin l'espace mental pour les percevoir. Le silence, dans ce sens, fonctionne comme un révélateur. Il ne crée rien, il ne produit rien, il enlève simplement les couches qui masquaient, il fait de la place, il ouvre un espace, et dans cet espace, ce qui était déjà là, mais invisible, ce qui était déjà présent, mais imperceptible, peut enfin se montrer. Des pensées qui attendaient en arrière-plan depuis longtemps, des compréhensions qui cherchaient à émerger, mais ne trouvaient pas de passage, des intuitions qui nécessitaient ce calme pour se former. Il y a dans cette expérience quelque chose qui ressemble à l'observation des étoiles. En pleine ville, avec toutes les lumières artificielles, nous voyons peut-être quelques étoiles, les plus brillantes, mais la plupart restent invisibles, masquées par la pollution lumineuse. Mais si nous nous éloignons des villes, si nous trouvons un lieu vraiment sombre, loin de toute source de lumière, alors le ciel se révèle dans toute sa profondeur, des milliers d'étoiles apparaissent, la voie lactée se déploie, l'immensité devient perceptible. Ces étoiles étaient toujours là, mais nous ne pouvions pas les voir. La lumière les masquait, il fallait l'obscurité pour qu'elles se révèlent. Le silence fonctionne de manière similaire avec nos pensées. Dans le tumulte constant du bruit, dans la lumière aveuglante des stimulations incessantes, seules les pensées les plus fortes, les plus urgentes, les plus bruyantes parviennent à notre conscience. Mais dans le silence, dans cette obscurité mentale, d'autres pensées deviennent visibles, des pensées plus subtiles, plus profondes, plus significatives peut-être. Des pensées qui n'ont pas la force de se faire entendre dans le vacarme, mais qui, dans le calme, peuvent enfin se déployer, prendre forme, devenir perceptibles. Et parfois, dans le silence le plus profond, quand toutes les couches de bruit se sont dissipées, quand même le bruit interne s'est calmé, il arrive que nous touchions quelque chose d'encore plus fondamental, une sorte de conscience pure, un espace de présence qui n'est plus encombré par aucune pensée particulière, une clarté vide et lumineuse, un calme profond qui n'est pas l'absence de pensée, mais plutôt leur source. Les traditions contemplatives parlent de cet état avec révérence. Elles lui donnent différents noms: vacuité, présence pure, conscience témoin, l'espace dans lequel toutes les expériences apparaissent et disparaissent. Mais même sans atteindre ces états profonds, même dans des moments de silence plus ordinaires, quelque chose de cette qualité peut se révéler, brièvement, furtivement, comme une ouverture momentanée sur une dimension plus vaste de nous-mêmes. La pensée qui se déploie. Il existe une différence fondamentale entre chercher une pensée et laisser une pensée venir. Quand nous cherchons activement, quand nous nous efforçons de résoudre un problème, quand nous essayons de nous souvenir de quelque chose, notre pensée suit un chemin linéaire, séquentiel, elle procède par étapes logiques, elle teste des hypothèses, elle évalue des options. C'est la pensée analytique, la pensée dirigée, celle que nous utilisons pour la plupart de nos activités quotidiennes, celle que valorise notre culture, celle que mesure notre système éducatif. Et cette forme de pensée est cruciale, indispensable, elle nous permet de fonctionner dans le monde, de résoudre des problèmes pratiques, d'accomplir des tâches complexes. Mais il existe une autre forme de pensée, moins linéaire, moins contrôlée, plus fluide. C'est la pensée qui émerge spontanément, qui se déploie selon sa propre logique, qui établit des connexions inattendues, qui procède par sauts intuitifs plutôt que par déduction méthodique. Cette pensée-là ne se commande pas, elle ne s'obtient pas par l'effort,
Elle apparaît dans des conditions particulières, et le silence est l'une de ces conditions. Dans le silence, quand notre attention n'est plus mobilisée par des tâches externes, quand nous ne cherchons plus activement, la pensée peut prendre un autre rythme, une autre texture. Une idée peut surgir, non pas comme le résultat d'un raisonnement, mais comme une émergence soudaine, complète, déjà formée. Elle vient de nulle part, ou plutôt elle vient de cette partie de nous-mêmes qui travaille en arrière-plan, qui continue de traiter l'information même quand notre attention consciente est ailleurs, qui fait des associations et établit des liens sans que nous en ayons conscience. Les psychologues parlent de pensée incubatrice, ce processus par lequel notre esprit continue de travailler sur un problème même quand nous n'y pensons pas consciemment. Nous nous débattons avec une question pendant des heures, sans succès, puis nous abandonnons, nous faisons autre chose, et soudain, dans un moment de détente, la solution apparaît, claire, évidente, comme si elle avait toujours été là. Ce phénomène est si commun que presque tout le monde l'a expérimenté, et pourtant il reste mystérieux. Comment notre esprit peut-il résoudre des problèmes sans que nous en ayons conscience? Comment ces solutions émergent-elles précisément quand nous cessons de chercher? Une partie de la réponse semble résider dans la nature même de certains problèmes. Certaines questions ne peuvent pas être résolues par la pensée analytique seule. Elles nécessitent une forme de compréhension plus globale, plus intuitive, qui ne procède pas par étapes, mais qui saisit d'un coup l'ensemble de la situation. Pour ce type de compréhension, l'effort conscient est presque contre-productif. Il focalise trop étroitement notre attention. Il nous enferme dans des schémas de pensée habituels. Il nous empêche de voir la solution qui nécessite un changement de perspective. Le silence et le relâchement de l'attention dirigée qu'il permet créent les conditions pour ce changement de perspective, pour cette vision plus large, pour cette compréhension intuitive. Les artistes et les créatifs ont toujours su cela intuitivement. Ils recherchent le silence, non pas pour mieux se concentrer sur leur travail, mais pour permettre à quelque chose d'autre d'émerger, quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler directement, qu'ils doivent accueillir plutôt que produire. Le compositeur Gustav Mahler faisait de longues promenades silencieuses dans les montagnes. Il disait que c'était là que ses symphonies naissaient, non pas qu'il les composait délibérément, mais qu'elles lui venaient, se révélaient à lui. L'écrivain Virginia Woolf cherchait des moments de solitude silencieuse. Elle décrivait comment, dans ces moments, quelque chose en elle se libérait, comment ces personnages prenaient vie d'eux-mêmes, comment les mots coulaient sans effort. Le physicien Albert Einstein pratiquait ce qu'il appelait des expériences de pensée. Il s'imaginait chevauchant un rayon de lumière, voyageant à la vitesse de la lumière, et dans ces rêveries silencieuses émergeaient des intuitions qui transformeraient notre compréhension de l'univers. Ce que tous ces exemples suggèrent, c'est que la pensée créative, la pensée profonde, la pensée qui transforme, nécessite un espace particulier pour se déployer. Un espace où l'esprit n'est ni totalement concentré, ni totalement dispersé, où l'attention est présente mais détendue, où les pensées peuvent venir et partir librement, où les connexions peuvent se faire spontanément. Et le silence offre précisément cet espace. Mais il y a quelque chose de paradoxal dans cette relation entre silence et pensée. On pourrait imaginer que le silence mène au vide, à l'absence de pensée, qu'en éliminant les stimulations, on éliminerait aussi l'activité mentale. Mais l'expérience montre exactement l'inverse. Dans le silence, la pensée ne disparaît pas. Elle se transforme, elle devient plus riche, plus profonde, plus créative. C'est comme si le bruit constant ne nous permettait que des pensées de surface, des pensées réactives, des réponses immédiates, tandis que le silence ouvre l'accès à des couches plus profondes de l'esprit, à des pensées plus complexes, à des compréhensions plus nuancées. Les neurosciences commencent à éclairer ce mystère. Des études montrent que le cerveau dans le silence active des réseaux différents de ceux utilisés dans le traitement de l'information externe. Il établit des connexions plus larges. Il intègre des informations provenant de régions cérébrales
habituellement séparés. Cette intégration, plus large, permet des associations nouvelles, des synthèses créatives, des insights qui nécessitent de relier des éléments apparemment disparates. En d'autres termes, le silence ne produit pas seulement plus de pensées, il produit des pensées d'un autre ordre, des pensées qui ne pourraient pas émerger dans le bruit et l'agitation. Et ces pensées ont une qualité particulière. Elles ne semblent pas venir de nous, ou plutôt, elles viennent d'une partie de nous plus profonde que notre moi conscient habituel. Elles surgissent avec une évidence qui ne nécessite pas de justification. Elles portent une forme de certitude intime. C'est peut-être pour cela qu'on les appelle parfois des intuitions ou des révélations. Elles ne sont pas le produit d'un raisonnement dont nous pourrions retracer les étapes. Elles apparaissent simplement, complètes, lumineuses. Et le silence est le creuset dans lequel ces intuitions peuvent se former, l'espace protégé où elles peuvent croître sans être interrompues, le lieu où elles peuvent mûrir jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à émerger dans la conscience. Laissez maintenant cette idée vous accompagner doucement. L'idée que vos meilleures pensées ne sont peut-être pas celles que vous forcez, mais celles que vous permettez, celles que vous accueillez dans le silence, celles qui viennent quand vous cessez de chercher. Et peut-être que demain, dans un moment de calme, une pensée viendra à vous, une pensée que vous attendiez sans le savoir, une compréhension qui se formait en silence, une clarté qui nécessitait juste un peu d'espace pour se révéler. Le temps, retrouvé. Il existe dans le silence quelque chose qui touche à notre rapport au temps. Dans nos vies ordinaires, dans le flux constant des activités et des sollicitations, le temps semble accélérer. Les heures passent sans que nous nous en rendions compte. Les journées se succèdent, les semaines s'évanouissent et nous avons l'impression étrange de traverser la vie sans vraiment l'habiter. Ce phénomène s'est intensifié avec l'avènement des technologies numériques, avec la connexion permanente, avec le flot incessant d'informations qui captent notre attention. Nous sommes toujours occupés, toujours en train de faire quelque chose, toujours en train de répondre à une sollicitation. Et paradoxalement, malgré toute cette activité, nous avons l'impression de manquer de temps, de ne jamais en avoir assez. Mais dans le silence, quelque chose change dans notre perception du temps. Le temps semble ralentir, se dilater, retrouver une épaisseur qu'il avait perdue. Non pas que les minutes durent objectivement plus longtemps, mais notre expérience subjective se transforme. Nous devenons plus présents à chaque instant, plus conscients du temps qui passe, et paradoxalement, en devenant plus conscients du temps, nous semblons en avoir davantage. Les psychologues qui étudient la perception du temps ont identifié plusieurs facteurs qui influencent notre expérience temporelle. L'un des plus importants est l'attention. Quand notre attention est fragmentée, quand elle saute constamment d'un objet à un autre, le temps semble passer rapidement. Nous avons l'impression de ne pas avoir vraiment vécu ces moments. Ils glissent à travers notre conscience sans laisser de traces profondes. Mais quand notre attention est stable, quand elle peut se poser pleinement sur l'expérience présente, le temps semble ralentir. Chaque instant devient plus riche, plus dense, plus mémorable. Le silence favorise précisément cette attention stable en éliminant les distractions constantes, en permettant à l'esprit de se poser. Il nous ramène à une présence plus complète au moment présent. Il y a aussi la question de la nouveauté. Quand nous vivons des expériences nouvelles, quand nous découvrons des choses, quand nous sommes stimulés, le temps semble passer lentement. Les journées paraissent longues et riches. Mais quand nous tombons dans la routine, quand chaque jour ressemble au précédent, quand nous fonctionnons en mode automatique, le temps s'accélère. Les semaines deviennent indistinctes, les mois passent dans un flou. Le silence peut sembler, à première vue, l'opposé de la nouveauté. Il pourrait sembler monotone, répétitif, ennuyeux même. Mais ceux qui pratiquent régulièrement le silence découvrent quelque chose de surprenant. Le silence n'est jamais le même. Chaque moment de silence est unique.
il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur, dans les nuances de notre expérience, dans les subtilités de nos pensées et de nos sensations, dans les profondeurs insoupçonnées de notre propre conscience. Et cette découverte continue du paysage intérieur crée une forme de nouveauté qui ralentit le temps, qui donne à chaque instant une qualité particulière, une densité, une présence. Il y a dans cette expérience quelque chose qui rappelle l'enfance. Quand nous étions enfants, le temps semblait s'étirer à l'infini, les étés duraient une éternité, les journées étaient interminables, une année représentait une fraction considérable de notre vie entière. Cette perception n'était pas seulement due au fait que nous étions jeunes, elle était aussi liée à notre mode d'attention. Les enfants vivent plus naturellement dans le présent, ils sont plus absorbés par ce qu'ils font, moins préoccupés par le passé ou l'avenir. Et ils vivent dans une forme de silence intérieur. Leur mental n'est pas encore encombré par le bavardage constant, par les préoccupations, par les jugements. Ils sont plus proches de l'expérience directe. En grandissant, nous perdons progressivement cette qualité de présence. Notre mental devient plus actif, plus bavard, plus encombré. Nous vivons de plus en plus dans nos pensées, dans nos projets, dans nos soucis, et de moins en moins dans l'expérience directe du moment présent. Et avec cette perte de présence vient une accélération du temps. Les années passent de plus en plus vite. Nous avons l'impression que le temps nous file entre les doigts, que la vie passe sans que nous ayons vraiment le temps d'en profiter. Le silence offre une possibilité de retrouver quelque chose de cette qualité enfantine de présence. Non pas en retournant littéralement à l'enfance, mais en retrouvant cette capacité d'être pleinement là, d'habiter vraiment le moment présent, de percevoir la richesse de chaque instant. Et avec cette présence retrouvée, vient un ralentissement du temps, non pas objectif, mais expérientiel, une dilatation de l'instant, une profondeur, une épaisseur. Le temps ne nous échappe plus, nous l'habitons, nous le vivons, nous en faisons vraiment l'expérience. Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans notre relation moderne au temps. Nous avons créé des technologies qui nous font gagner du temps, qui nous permettent de communiquer instantanément, de nous déplacer rapidement, d'accéder à l'information en quelques secondes. Mais malgré tous ces gains de temps, nous n'avons jamais eu autant l'impression de manquer de temps, d'être pressés, d'être débordés. C'est comme si en essayant de gagner du temps, nous l'avions perdu, ou du moins nous avions perdu notre capacité de vraiment l'expérimenter, de l'habiter, de le vivre pleinement. Le silence représente une forme de résistance à cette accélération. Ce n'est pas une résistance active, militante, ce n'est pas un refus du monde moderne. C'est plutôt un retour à un rythme plus naturel, plus humain, un rythme qui permet à la pensée de se déployer, à l'expérience de s'approfondir, au temps de retrouver sa texture. Dans le silence, nous ne cherchons pas à gagner du temps, nous ne cherchons pas à être plus efficaces, nous acceptons simplement de laisser le temps être ce qu'il est, de le vivre à son propre rythme, sans essayer de l'accélérer ou de le compresser. Et dans cette acceptation, quelque chose se détend en nous. L'urgence constante diminue, la pression se relâche, nous retrouvons une forme de respiration temporelle, une alternance naturelle entre activité et repos, entre engagement et retrait, entre faire et être. Ce n'est pas que nous devenons moins productifs, mais nous devenons plus présents. Et cette présence change la qualité de notre expérience. Elle enrichit notre vie, même si elle ne l'accélère pas. Les traditions contemplatives ont toujours compris cette relation entre silence et temps. Les moines qui pratiquent le silence pendant des heures ou des jours ne le font pas pour échapper au temps, mais pour entrer plus profondément en lui, pour découvrir ce que le temps devient quand on cesse de le fuir, quand on accepte de l'habiter pleinement. Et ils découvrent souvent que le temps a des profondeurs insoupçonnées, qu'un instant peut contenir une éternité,
que la présence véritable ouvre sur une dimension du temps qui transcende la simple succession des moments. Ce n'est pas quelque chose qui peut vraiment s'expliquer, c'est quelque chose qui doit être vécu, expérimenté directement, dans le silence. Mais même sans atteindre ces expériences profondes, même dans des moments de silence plus ordinaires, quelque chose de cette transformation temporelle peut être ressenti. Une légère dilatation du présent, un ralentissement subtil, une présence un peu plus complète, et cela suffit à changer notre expérience, à nous donner l'impression que nous avons vécu cette journée plutôt que de l'avoir simplement traversée, que nous avons vraiment été là, présents à notre propre vie. La solitude partagée. Il y a quelque chose de curieux dans notre rapport au silence. D'un côté, nous le recherchons souvent. Nous rêvons de moments de calme, de paix, d'échapper au tumulte. Mais d'un autre côté, quand le silence s'installe vraiment, quand nous nous retrouvons seuls dans le calme, beaucoup d'entre nous ressentent un malaise, une anxiété, un besoin presque compulsif de combler ce vide. Nous allumons la radio, nous prenons notre téléphone, nous faisons n'importe quoi pour ne pas rester dans ce silence qui soudain nous pèse. Ce paradoxe révèle quelque chose d'important sur notre relation à la solitude. Car le silence est presque toujours associé à la solitude. Quand nous sommes avec d'autres, il y a rarement un silence complet, il y a les conversations, les mouvements, la présence des autres qui créent un fond sonore. Le silence véritable advient généralement quand nous sommes seuls, et c'est peut-être cette solitude plutôt que le silence lui-même qui nous met mal à l'aise. Les philosophes ont longtemps médité sur la nature de la solitude. Certains, comme Pascal, voyaient dans notre incapacité à rester seuls tranquillement dans une chambre la source de tous nos maux. Nous fuyons notre propre compagnie, nous cherchons constamment des distractions parce que nous ne supportons pas d'être confrontés à nous-mêmes. D'autres, comme les philosophes existentialistes, ont exploré la solitude fondamentale de l'existence humaine, cette séparation irréductible entre les consciences, le fait que nous sommes ultimement seuls dans notre expérience subjective. Mais il existe aussi une tradition qui voit dans la solitude non pas une malédiction, mais une opportunité, non pas un isolement, mais une rencontre avec soi-même, avec ses pensées les plus profondes, avec une dimension de l'existence qui reste inaccessible dans l'agitation sociale. Le silence solitaire nous confronte à nous-mêmes d'une manière que peu d'autres expériences peuvent égaler. Quand nous sommes avec d'autres, une partie de notre attention est toujours tournée vers l'extérieur. Nous percevons les autres, nous réagissons à leur présence, nous ajustons notre comportement, nous jouons des rôles sociaux. Mais dans la solitude silencieuse, tous ces mécanismes sociaux peuvent se relâcher, les masques peuvent tomber, nous n'avons plus besoin de nous présenter d'une certaine manière, nous pouvons simplement être. Et ce qui émerge alors, ce n'est pas toujours confortable, ce sont toutes ces parties de nous-mêmes que nous cachons habituellement, ces pensées que nous ne voulons pas avoir, ces émotions que nous préférons ignorer, ces aspects de notre personnalité que nous n'aimons pas. C'est peut-être pour cela que le silence solitaire peut être difficile. Il nous force à rencontrer tout cela. Il enlève les distractions qui nous permettaient de l'éviter. Mais si nous trouvons le courage de ne pas fuir, si nous acceptons de rester avec ce malaise, quelque chose de remarquable peut se produire. Ce que nous fuyons commence à perdre de son pouvoir. Les pensées difficiles deviennent moins menaçantes. Les émotions inconfortables trouvent leur place. Nous commençons à nous familiariser avec nous-mêmes, avec toute notre complexité, avec nos lumières et nos ombres. Et de cette familiarisation émerge progressivement une forme de paix. Non pas une paix qui vient de l'absence de conflit, mais une paix qui vient de l'acceptation, de la capacité de simplement être avec soi-même, sans jugement, sans rejet. Il y a une dimension spirituelle profonde dans cette expérience. De nombreuses traditions mystiques
ont vu dans la solitude silencieuse un chemin vers quelque chose qui transcende l'ego ordinaire, vers ce qu'ils appellent le soi avec un grand S, ou l'être, ou Dieu, ou la conscience pure. Ces traditions suggèrent que quand nous restons assez longtemps dans le silence, quand nous traversons les couches de peur et de résistance, quand nous laissons tomber tous les masques et toutes les défenses, nous touchons quelque chose d'essentiel, une dimension de notre être qui est toujours là, mais habituellement masquée par l'agitation. Cette dimension n'est pas la solitude, mais l'unité. Elle n'est pas la séparation, mais la connexion. Elle révèle que sous les apparences de séparation, il y a une intimité profonde avec l'existence elle-même. Mais on n'a pas besoin d'expériences mystiques pour bénéficier de la solitude silencieuse. Même à un niveau plus ordinaire, le simple fait de passer du temps avec soi-même, sans distraction, sans échappatoire, développe quelque chose d'important. Une forme d'autonomie intérieure, une capacité de se suffire à soi-même, de ne pas dépendre constamment des autres ou des stimulations externes pour se sentir bien. Cette autonomie ne signifie pas l'isolement. Elle ne signifie pas qu'on n'a plus besoin des autres. Elle signifie simplement qu'on peut aussi être seul sans que ce soit insupportable, qu'on a développé une relation saine avec sa propre compagnie. Et paradoxalement, cette capacité d'être seul enrichit nos relations avec les autres. Quand nous ne fuyons plus notre propre solitude, quand nous avons fait la paix avec nous-mêmes, nous pouvons être avec les autres d'une manière plus authentique, moins dépendante, moins besogneuse. Nous ne cherchons plus chez l'autre ce que nous devrions trouver en nous-mêmes. Nous pouvons offrir notre présence sans attendre qu'elle comble un vide. Nous pouvons partager plutôt que de demander constamment. Le silence solitaire devient alors non pas une fuite des autres, mais une préparation à la vraie rencontre, une façon de cultiver en soi ce qui permettra de véritablement rencontrer l'autre. Il y a aussi dans la solitude silencieuse une dimension créative importante. Presque tous les créateurs ont besoin de périodes de solitude, d'isolement, de silence, non pas seulement pour avoir le temps de travailler, mais parce que la création elle-même semble nécessiter cette qualité d'intériorité que seule la solitude peut offrir. Dans la solitude, loin des influences externes, loin des attentes des autres, loin des normes sociales, quelque chose d'authentique peut émerger, une voix personnelle, une vision unique, quelque chose qui vient vraiment de soi, plutôt que d'être une imitation ou une réponse aux demandes du monde. Et cette authenticité nécessite du silence, du temps, de l'espace. Elle nécessite qu'on puisse descendre assez profondément en soi pour trouver ce qui est vraiment nôtre, ce qui n'appartient qu'à nous. Mais la solitude moderne est menacée. Nos appareils connectés nous suivent partout, même quand nous sommes physiquement seuls. Nous ne sommes plus vraiment seuls. Nous avons accès constant aux autres, à leurs pensées, à leur vie, et ils ont accès à nous. Cette connexion permanente a ses avantages. Elle combat l'isolement forcé, elle permet de maintenir des liens, elle offre du soutien, mais elle nous prive aussi de quelque chose d'essentiel, de ces moments de vraie solitude, de silence complet, où nous pouvons nous retrouver vraiment seuls avec nous-mêmes. Retrouver le silence, c'est aussi retrouver une forme de solitude, non pas comme une punition ou une privation, mais comme un espace précieux, un sanctuaire intérieur, un lieu où nous pouvons être pleinement nous-mêmes, sans audience, sans jugement, sans performance. Et dans ce lieu, des pensées peuvent émerger qui ne pourraient naître nulle part ailleurs, des compréhensions qui nécessitent cette intimité avec soi-même, des créations qui ne peuvent surgir que de cette solitude féconde. Le silence amplifie la pensée peut-être parce qu'il nous donne accès à une dimension de nous-mêmes qui reste habituellement cachée, une profondeur qui ne se révèle que dans la solitude, un espace intérieur qui nécessite le retrait du monde pour être découvert. Nous avons voyagé ensemble à travers les différentes facettes du silence,
Contempler comment il transforme notre cerveau, libère notre attention, révèle les couches de bruit qui nous entourent, permet à la pensée de se déployer selon son propre rythme, modifie notre rapport au temps et nous offre une rencontre avec notre propre solitude. Et peut-être qu'au terme de ce voyage, nous comprenons un peu mieux ce mystère, pourquoi le silence semble amplifier la pensée, pourquoi tant de sagesses anciennes le recherchaient, pourquoi il reste précieux malgré ou peut-être à cause de sa rareté dans notre monde moderne. Ce n'est pas que le silence crée des pensées qui n'existaient pas, c'est plutôt qu'il enlève tout ce qui les masquait, tout ce qui les fragmentait, tout ce qui les empêchait de mûrir pleinement. Dans le silence, les pensées retrouvent l'espace dont elles ont besoin pour se développer, le temps dont elles ont besoin pour s'approfondir, la continuité dont elles ont besoin pour révéler leurs implications. Et nous, dans ce silence, nous retrouvons une qualité de présence qui se perd dans l'agitation, une capacité d'attention qui se fragmente dans le bruit, une profondeur d'expérience qui s'aplatit dans la précipitation. Le silence n'est pas la solution à tous nos problèmes. Il n'est pas un refuge où fuir le monde. Il n'est pas une technique pour devenir plus productif. Il est simplement un espace naturel, un espace humain, un espace dont nous avons besoin, comme nous avons besoin de sommeil, de nourriture, de connexion. Un espace où quelque chose d'essentiel peut avoir lieu, quelque chose qui ne peut avoir lieu nulle part ailleurs, quelque chose qui fait partie de ce que signifie être pleinement humain. Si ce voyage nocturne dans les profondeurs du silence vous a accompagné doucement, si ces réflexions ont résonné en vous, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant à Sommeil et Savoir. Maintenant, laissez votre esprit continuer d'explorer ces idées ou laissez-les simplement s'estomper comme des vagues qui se retirent doucement. Laissez le silence de la nuit vous envelopper, vous porter, vous bercer vers le sommeil. Et peut-être que demain, dans un moment de calme, vous remarquerez quelque chose que vous n'aviez jamais remarqué, vous penserez quelque chose que vous n'aviez jamais pensé, simplement parce que le silence aura été là, offrant son espace, sa profondeur, sa présence silencieuse. Dormez paisiblement, entouré par le silence, accompagné par vos pensées qui se déploient doucement, bercé par le rythme lent de votre propre respiration. Bonne nuit.